Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter le rapport de recherche dans le cadre du projet Laval-Allier contre les violences sexuelles. Je me présente, mon nom est Geneviève Dionne, je suis travailleuse sociale et directrice générale de la table de concertation en violences conjugales et agressions à caractère sexuel de Laval. Et c'est moi qui vais avoir le bonheur de vous accompagner aujourd'hui dans le déroulement de cette activité de diffusion. Donc, pour débuter, c'est vraiment important pour nous de prendre un moment pour reconnaître que les activités réalisées dans le cadre de Laval-Allier contre les violences sexuelles et celles aussi de la table de concertation, dont la présente rencontre aujourd'hui se réalise sur le territoire traditionnel et non cédé des nations Kanien'kehá:ka, Mohawk et Anishinaabe. On tient à mentionner que l'on reconnaît les effets persistants de la colonisation, que l'on honore la résilience, les savoirs et la présence continue des communautés autochtones sur ces terres et on tenait absolument à le porter à nos consciences avant toute autre chose. On souhaite aussi souligner la présence de représentants, représentantes de nos précieux bailleurs de fonds, donc la Fondation Lucie et André Chagnon, de même que la politique régionale du développement social de la ville de Laval. Merci beaucoup d'être présents. Et bien sûr, un mot de bienvenue tout particulier aux représentantes du laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM, qu'on aura le plaisir de vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, bienvenue tout le monde. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Lauriane Dufour. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici à l'aboutissement de cette grande étude d'envergure, encore plus qu'on l'aurait pensé au départ. Donc, l'idée, encore une fois, de la Valalier, c'était de documenter ce qu'on observe déjà sur le terrain et de favoriser une responsabilité partagée dans tous les secteurs pour mieux prévenir et intervenir. Tout ça, évidemment, de façon concertée. On le voit sur le schéma, la concertation, c'est ce qui a pris énormément de place dans le projet Laval-Allier avec énormément de partenaires. Donc, petit historique rapide, en 2021, le projet a pu prendre forme réellement grâce à la mise en place de la politique régionale de développement social de la ville de Laval. Ça nous a permis d'obtenir, premièrement, du financement, puis de structurer les démarches et de créer notre fameuse cellule de travail Laval-Allier. Cellule qui est interdisciplinaire et qui est composée de partenaires qui proviennent tant des milieux institutionnels que communautaires, parapublics. Donc, c'est ça, la mise en place de la cellule de travail qui est vraiment le cœur du projet Laval-Allier. Puis, c'est avec cette collaboration-là aussi, cette concertation-là, qu'on a pu clarifier les objectifs du projet. Nos objectifs majeurs en partant étaient, premièrement, de recenser toutes les ressources qui existent déjà, qui sont déjà présentes sur le territoire de Laval en matière de violence sexuelle. Dans cette optique-là, on a fait aussi, en amont de l'étude qu'on vous présente aujourd'hui, on a fait un portrait de toutes ces ressources-là qui existent en collaboration avec les services intégrés, projet qui est aussi chapeauté par la table de concertation en violence sexuelle, en violence conjugale et agression à caractère sexuel de Laval. Ensuite, un autre objectif, c'était, comme on vous présente aujourd'hui, d'aller cogner aux portes des secteurs d'activité à Laval pour vraiment s'intéresser aux besoins des acteurs clés de ces secteurs-là, à savoir comment est-ce qu'on peut mieux prévenir, mieux intervenir en violence sexuelle. Et sinon, Laval-Allier, avait aussi pour objectif de mobiliser la population lavalloise, de promouvoir les ressources qui existent, de faire un travail de sensibilisation et de prévention. La première grande marche, ça a été la première marche contre les violences à caractère sexuel organisée à Laval. On a réussi à rassembler un demi-millier de personnes. On avait des bénévoles, les gens étaient motivés, on était chanceux cette journée-là, il faisait beau. On a vraiment réussi, je pense, à créer un espace de mobilisation puis à rassembler des gens de tous les horizons. Donc, des gens qui se rassemblaient autour d'une même cause, ce qui renvoie encore à l'idée de cette responsabilité partagée-là en matière de
prévention et d'intervention en violence sexuelle. Il y avait des gens de tous âges, des citoyens de Laval et d'ailleurs. La porte-parole, Léa Cardon-Dion, a été digne de sa réputation. Jordan Dupuis était là, Manon Massé était là aussi. C'était vraiment une super belle journée. Donc, ça, c'est la grande activité de prévention-sensibilisation que la Valalier a menée dans les dernières années, mais sans compter les autres représentations et activités de sensibilisation dans différents milieux, notamment le milieu sportif. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carla Bertoni. Comme Geneviève l'a dit, je suis coordonnatrice de Zéro Exploitation depuis 4 ans dans la région de Laval. Donc, c'est un programme de prévention et intervention en exploitation sexuelle dans notre région qui existe depuis maintenant 9 ans. Puis c'est vraiment avec beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui parce que j'ai fait partie de tout ce beau processus-là, la Valalier, depuis le tout début, en passant par la marche et tout ça. Puis aujourd'hui, je prends la parole non seulement comme membre du conseil d'administration de la table, mais aussi comme personne ayant pris part à différentes cellules de travail, puisque je suis moi-même entraîneur d'un sport. À Laval, je suis entraîneur de patinage artistique. Donc, j'ai pu participer aux entrevues aux cellules du secteur communautaire vu mon emploi en intervention, mais aussi celle du sport vu mon emploi dans le sport. Donc, c'est pour ça que j'ai plusieurs chapeaux aujourd'hui. Au fil du processus, j'ai vraiment eu la chance de voir de près la mobilisation des partenaires, la collaboration entre les milieux, puis surtout l'engagement sincère à transformer nos pratiques pour mieux prévenir les violences sexuelles et soutenir les personnes concernées. On a eu plusieurs moments pour nommer clairement les enjeux, entendre les réalités vécues dans nos milieux et identifier ensemble des actions concrètes. Ça a été un travail riche, collaboratif et surtout essentiel pour continuer de faire évoluer nos pratiques sur le terrain. Le rapport que vous allez découvrir aujourd'hui représente tout ce beau travail collectif mené avec beaucoup de rigueur et d'engagement. Ça a vraiment été une expérience riche, puis d'un côté personnel, c'est vraiment avec fierté que je vois ce rapport aujourd'hui naître dans la région de Laval. Pour moi, c'est un point d'ancrage, un engagement partagé, mais aussi un point de départ pour continuer d'avancer ensemble, de consolider nos forces et de faire une réelle différence dans notre belle ville à Laval. Merci beaucoup à vous qui prenez ce temps. Je ne pensais pas qu'on serait autant nombreux aujourd'hui. C'est vraiment touchant de voir tout le monde qui est à l'écoute pour découvrir le rapport, puis pour vous engager aussi pour faire une différence dans notre communauté. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Merci énormément, Kayla. Maintenant, je retourne à Lauriane. Tu nous amènes vers la démarche collaborative qui a uni la Valalier avec le laboratoire de l'UQAM. Oui, je vais vous situer la démarche collaborative de l'étude qui a vraiment été au cœur du projet. Dans le fond, dès le départ, c'était important pour nous que l'étude soit menée, oui, de façon concertée, comme je l'ai dit plus tôt. C'est aussi conformément là, aux exigences de la PRDS, mais c'était tout aussi important de garantir une rigueur méthodologique. On souhaitait se pencher sur plusieurs secteurs d'activité en même temps et on souhaitait aussi croiser les résultats de ces différents secteurs-là, qui représentent quand même un certain niveau de complexité. Donc, c'est pour ça que ça nous a paru évident à ce moment-là de faire appel à une expertise de recherche et un partenariat avec le laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM nous paraissait aussi évident vu leur connaissance approfondie en violence sexuelle. Vraiment, là, leur expérience, leur expertise ont été plus que des atouts. Là. Ça a été essentiel pour structurer l'étude, collecter les données, interpréter les données correctement et bien sûr rédiger un rapport méticuleux. Donc, la collaboration entre Laval Allier et le laboratoire, ça a réellement permis d'allier l'expertise recherche et méthodologique et l'expertise terrain pour que l'étude reflète vraiment les besoins et les réalités lavalloises. Pour choisir les secteurs sur lesquels on allait se pencher, il y a d'abord eu un travail d'identification des secteurs. Donc, c'est quoi les secteurs d'activité à Laval? On a dressé une liste, on les a regroupés
Puis, en discutant dans les premières rencontres avec la directrice du laboratoire, Mylène Fernet, on parlait des objectifs de l'étude et tout ça. Puis, rapidement, c'était nécessaire, mais j'ai été un peu ramenée sur terre parce que si on veut se pencher en profondeur sur des secteurs d'activité puis aller chercher des données qui sont représentatives, c'est impossible d'aller se pencher sur tous les secteurs d'activité lavallois en même temps, considérant aussi les ressources humaines et financières. Donc, ce qu'on a décidé ensemble et avec la cellule également, c'est de se concentrer sur 3 secteurs d'activité qui nous apparaissaient comme prioritaires comme secteur. C'est le secteur de l'enseignement ou académique, scolaire, le secteur sportif et le secteur communautaire. Je vous présente l'équipe de recherche du laboratoire EVS, donc la directrice Mylène Fernet, la professionnelle de recherche Geneviève Brodeur, les étudiantes Jade Morin-Nevache, Justine Lahaye-Gagnon qui vont présenter les prochaines parties. Et j'aimerais quand même souligner le travail de Émilie Saint-Germain, Marianne Martineau et Amélie Grondin pour tout leur travail dans la collecte et l'analyse des données. Et également Héloïse Fréchette et Rebecca Patton qui ont aussi participé à la recension des écrits. Merci. Donc, on va commencer avec une mise en contexte. Donc, en premier, je vais vous définir les violences sexuelles, malgré que je crois que plusieurs d'entre vous le savez déjà. Donc, les violences sexuelles regroupent tous les gestes, comportements ou propos à caractère sexuel qui sont imposés à une personne sans son consentement libre et éclairé. Donc, ça inclut également les situations où le consentement est obtenu par contrainte, menace, manipulation, abus de pouvoir. Ces violences portent atteinte à la dignité, à l'intégrité et à la liberté sexuelle des personnes victimes. Au niveau de l'ampleur des violences sexuelles, au Québec, la proportion de filles de 14 ans ayant déclaré une agression sexuelle s'est passée de 5,9 % en 2010-2011 à 14,8 % en 2022-2023. Donc, c'est quand même une augmentation importante. Ensuite, chez les personnes adultes, on a 25 % des femmes et 6 % des hommes qui rapportent avoir été victimes d'au moins une agression sexuelle depuis l'âge de 15 ans. Puis, si on va voir à Laval plus spécifiquement, le taux de victimes d'infractions sexuelles qui a été déclaré à la police, c'était de 92,7 pour 100 000 personnes en 2022. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une sous-déclaration assez importante des infractions sexuelles, notamment en raison du manque de confiance envers le système judiciaire. Donc, on peut estimer qu'il y a quand même une proportion plus importante de personnes qui ont réellement vécu des infractions sexuelles. Puis, il y a certains groupes qui sont plus à risque, notamment les personnes qui s'identifient comme femmes, le groupe d'âge des 18 à 24 ans, puis aussi toutes les personnes qui sont issues des groupes minoritaires. Ensuite, on va parler un peu des conséquences qui sont engendrées par les violences sexuelles. Donc, on s'entend que c'est un résumé, il y en a beaucoup d'autres. Mais au niveau physique, il peut y avoir des troubles cardio-respiratoires, gastro-intestinaux, des douleurs chroniques, des complications gynécologiques et reproductives. Au niveau psychologique, ben, évidemment, une détresse élevée, donc que ce soit de l'anxiété, dépression, des idéations suicidaires. Il peut y avoir des symptômes de stress post-traumatique, une consommation accrue de substances. Les personnes peuvent vivre la honte, de la culpabilité, avoir une faible estime de soi. Il peut aussi, là, comme j'ai nommé plus tôt, avoir un usage problématique et dépendance aux substances psychoactives. Ensuite, au niveau social, c'est sûr qu'il y a une persistance de la culture du viol. Ça banalise les comportements sexistes. Puis il y a un coût là, important au niveau social et économique, notamment pour les systèmes de santé judiciaires. Le mouvement que vous connaissez sans doute, #MeToo ou #Moi aussi, qui a été initié en 2006, ça a vraiment joué un rôle crucial dans la prise de conscience collective sur les violences sexuelles.
sa popularisation mondiale en 2017, ça a vraiment révélé la nature systémique des violences sexuelles. Donc, il y a eu vraiment une hausse des signalements de violences sexuelles au Québec. Puis, il y a eu l'adoption de mesures institutionnelles, par exemple, la loi P22.1 là, qui vise à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, il faut, par exemple, que chaque établissement adopte une politique distincte dédiée à la violence sexuelle qui est séparée des autres politiques institutionnelles. Il y a aussi eu l'émergence de mouvements qui sont dans des secteurs spécifiques. Donc, par exemple, suite au scandale de Hockey Canada, il y a aussi eu des hashtags, moi aussi, au MeToo spécifiques au milieu scolaire. Ensuite, au niveau de la prévention, les approches en violence sexuelle s'inscrivent dans une perspective de santé publique. Donc, c'est mis surtout sur des interventions primaires et universelles comme la sensibilisation des jeunes, la promotion des normes égalitaires, puis la création de milieux qui sont sécuritaires. Mais malgré les bases qui sont solides, les stratégies présentent encore des limites importantes. Donc, souvent, elles sont fragmentées, elles sont parfois mises en œuvre de façon inégale selon les différents secteurs. Et il manque un véritable ancrage organisationnel qui est durable. Aussi, on reconnaît l'importance de sensibiliser la population et de former les personnes qui sont appelées à intervenir. Les besoins spécifiques des milieux scolaires, sportifs et communautaires sont encore peu documentés. Donc, c'est pour ça qu'il devient essentiel d'identifier clairement les besoins organisationnels qui permettent de soutenir des actions de prévention et d'intervention efficaces qui sont vraiment adaptées non seulement au secteur, mais aux réalités locales. Donc, au niveau scolaire, de la maternelle au postsecondaire, c'est vraiment un espace central pour la prévention des violences sexuelles, notamment parce qu'il y a un contact quotidien avec les jeunes qui sont en développement. Ensuite, le climat scolaire, les normes sociales partagées, puis les politiques éducatives jouent vraiment un rôle déterminant dans la prévention et la gestion des incidents. Ensuite, au niveau du secteur sportif, ce que la littérature révèle, c'est qu'il y a des risques particulièrement élevés de violences sexuelles, notamment en raison de la culture de performance qui prévaut, mais aussi de la proximité relationnelle entre les membres du personnel, notamment les entraîneurs et les athlètes. Donc, la littérature souligne que le risque s'accroît aussi dans les contextes sportifs où il y a vraiment une culture de dépendance, de hiérarchie très rigide, puis une culture de secret. Ensuite, au niveau du secteur communautaire, évidemment, les organisations ont un rôle vraiment essentiel dans l'accompagnement des personnes qui sont victimes de violences sexuelles. Donc, on utilise parfois l'acronyme VS, j'ai oublié de le dire, là, mais ça veut dire violence sexuelle. C'est juste un petit peu plus rapide. Ensuite, les organisations communautaires font beaucoup de prévention auprès des populations qui sont vulnérables. C'est vraiment des services qui complètent les réponses institutionnelles. Puis, ces organisations-là sont vraiment en première ligne pour intervenir auprès des groupes qui sont marginalisés ou qui sont peu desservis par les services publics. Comme je le disais plus tôt, la démarche participative, ça a vraiment été au cœur du projet. Ça a été un grand atout ici parce qu'on a pu combiner l'expertise du laboratoire, la méthodologie pour avoir une étude qui était rigoureuse. Et on a allié à ça l'expertise terrain des membres de la cellule de travail de Lavalailler et de consultants d'organisations consultantes externes, donc des partenaires qui ne font pas nécessairement partie de la cellule, mais qui ont une expertise expérientielle dans leur secteur. Dans ces rencontres-là, le rôle de Laval-Allier, ça a été d'un côté l'animation, la supervision, la coordination de tout ça, mais ça a aussi été d'assurer qu'il y avait un arrimage entre les constats qui avaient été tirés et
l'adaptabilité terrain, s'assurer aussi qu'il y avait une cohérence intersectorielle, donc qu'il y avait quand même un fil conducteur dans les recommandations des 3 secteurs à l'étude. Parallèlement à tout ce qui était relatif à la recherche, la cellule Laval-Allier continuait aussi ses activités. Donc, la cellule était mise à jour des avancements de la recherche avec le labo par des suivis périodiques et on continuait nos rencontres régulières, nos activités de sensibilisation. Voilà, donc on a décidé que suite à notre revue de la littérature, les besoins qui avaient été identifiés, on s'est dit qu'il fallait faire une recherche multisectorielle qui vise à documenter de manière approfondie les besoins organisationnels et les enjeux liés à la prévention, à l'intervention et à la gestion des situations de violence sexuelle dans 3 secteurs d'activité, donc scolaire, sportif et communautaire. Puis, on utilise beaucoup le besoin organisationnel. Donc, je vais un peu vous définir comment nous, on l'a conceptualisé. Donc, c'est un besoin organisationnel en matière de prévention de la violence sexuelle. Donc, c'est une lacune identifiée dans les capacités, les ressources, le processus ou les compétences d'une organisation, limitant sa capacité à prévenir efficacement les situations de violence sexuelle ou à répondre adéquatement ou à créer un environnement qui est sécuritaire pour tous et toutes. Bonjour, je vais vous présenter tous les résultats quant au scolaire. Donc, je vais commencer par la méthodologie. Donc, pour ce volet-là du projet, on a choisi une revue exploratoire parce que comme il y a déjà beaucoup d'études intéressantes qui se penchent sur les besoins organisationnels des établissements d'enseignement. Donc, pour les critères d'inclusion, on a retenu seulement les sources qui sont considérées comme fiables, donc des articles scientifiques issus de revues reconnues, des rapports gouvernementaux, puis des publications institutionnelles. Donc, tout ce genre de documents fiables. Ensuite, on inclut des études qui parlent de tous les niveaux d'enseignement, donc allant du primaire jusqu'au post-secondaire, et qui abordent justement comment les établissements réagissent à la violence sexuelle, que ce soit en proposant des recommandations ou en identifiant des besoins. Donc, et à l'inverse, pour les critères d'exclusion, donc on a écarté tout ce qui ne portait pas spécifiquement sur le milieu éducatif et les publications d'avant 2025, à l'exception d'une étude de cas pionnière qui était intéressante. Puis, on a également rejeté les textes qui se contentaient de décrire seulement des situations de violence sexuelle sans discuter l'aspect organisationnel puis proposer des pistes de réflexion qui peuvent nous aider. Donc, pour notre échantillon, donc, au final, le corpus littéraire avait 17 publications, donc 15 articles scientifiques et 2 rapports de recherche. Puis la majorité des études qu'on avait portaient sur le milieu post-secondaire, donc cégep et université, qui était environ 60% de nos études. Ensuite, on retrouve des études sur le milieu primaire, qui est un petit peu plus que le corps, puis quelques-unes aussi sur le secondaire et une sur le primaire et le secondaire combiné. Puis on avait également 2 publications qui couvraient tous les niveaux d'enseignement, donc qui donnaient un regard global sur le milieu scolaire. Ensuite, au niveau des analyses, donc on a conduit des analyses de contenu thématique inductives inspirées par la démarche de Brown et Clark. Donc, en gros, les thèmes émergeaient au fur et à mesure de la lecture puis de la comparaison des différents textes. On a fait ça à l'aide du logiciel NVivo. La méthodologie pour le secteur sportif. Donc, en regardant dans la littérature, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Donc, on a décidé qu'on allait se pencher sur le milieu sportif en utilisant une méthode mixte, donc qualitative, donc qui fait référence aux entrevues individuelles, et quantitative, qui fait référence aux questionnaires. Donc, les critères d'inclusion pour les personnes participantes, c'est de maîtriser le français à l'écrit et à l'oral parce que les communications se faisaient en français, l'entrevue était en français et le questionnaire aussi. Il fallait être âgé de 18 ans ou plus et il fallait œuvrer au sein d'une organisation sportive structurée, donc soit un club, une association, une fédération, mais spécifiquement sur le territoire de Laval. Donc, c'était seulement des personnes participantes qui œuvraient dans la région. Puis, pour les entrevues individuelles, on a eu 8 participantes qui venaient de disciplines sportives variées, puis qui occupaient des fonctions variées. Donc, c'était pas seulement des entraîneurs. Donc, il y avait aussi des personnes qui avaient des postes un peu plus de gestion.
Ensuite, pour le questionnaire, on a eu 23 personnes qui ont répondu. Il y avait une répartition égale entre les hommes et femmes. Donc, 50% des personnes s'identifiaient comme hommes et 50% comme femmes. Puis, l'âge moyen des personnes qui ont répondu, c'était de 37,8 ans. Le recrutement pour le secteur sportif a présenté quand même certains défis, nous a amené aussi à user de notre créativité. On a dû déployer là, davantage de stratégies que pour le secteur communautaire que Jade va vous présenter par la suite. Donc, comme Jade le disait, on a eu 8 participants pour les entrevues individuelles, 23 personnes qui ont répondu au questionnaire. On a dû prolonger en fait la période de recrutement, étant donné qu'on avait une certaine difficulté à entrer en contact avec le milieu sportif et vraiment susciter l'intérêt des gens à participer. Ça a été somme toute fructueux. Là, on est satisfait de la richesse des réponses, mais n'en demeure pas moins qu'on a eu une participation quand même moindre par rapport au secteur communautaire. Donc, ensuite, on va parler du secteur communautaire. Donc, on a encore ici utilisé une méthode mixte. Donc, au niveau qualitatif, on a fait des entrevues individuelles et un groupe de discussion. Puis, au niveau quantitatif, on a fait un questionnaire. Donc, pour les critères d'inclusion, encore maîtriser le français à l'écrit et à l'oral, puis avoir 18 ans ou plus. Ensuite, ici, l'enjeu auquel on a fait face, c'était qu'il y avait certaines organisations qui ont une spécialisation en violence sexuelle dans le milieu communautaire et d'autres organisations qui n'en ont pas. Donc, on se demandait comment on allait faire pour justement collecter des données, puis il fallait trouver une façon d'adapter la façon qu'on allait collecter les données aux différentes réalités, donc s'il y avait une spécialisation ou non. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était avec les personnes qui œuvraient au sein d'organisations spécialisées en violence sexuelle, on les a recrutés pour faire des entrevues individuelles. Donc, on a eu 11 personnes qui ont participé. Il y a de 5 organisations communautaires différentes. Donc, c'était des organismes communautaires vraiment à Laval. Puis, c'était des personnes qui occupaient des postes différents au sein de l'organisation. Puis, on a aussi fait un groupe de discussion, donc avec 9 personnes participantes. Donc, c'était pas seulement des personnes qui avaient participé aux entrevues, mais il y en a certaines qui avaient participé aux entrevues aussi. Puis, c'était des personnes de 8 organisations différentes qui occupaient des postes différents. Ensuite, pour ce qui est des personnes qui œuvraient au sein d'organisations communautaires qui n'avaient pas de spécialisation en violence sexuelle, on les a recrutés pour participer au questionnaire. Donc, on a eu 74 personnes qui ont participé. C'était en majorité des personnes qui s'identifiaient comme femmes, donc à 75,7 %. Puis, l'âge moyen des répondants-répondantes était de 36 ans. Pour ajouter, là, on a parlé du secteur sportif. Pour ce qui est du recrutement du secteur communautaire, ce qu'on a vu avec grande fierté, c'est la mobilisation qui était particulièrement forte de la part des membres de la cellule de travail Laval-Allier, mais aussi des partenaires, donc de d'autres organisations communautaires, du milieu institutionnel. Vraiment, vous avez relayé nos messages. Vous avez été voir directement vos collègues pour leur demander « Hey, pourrais-tu participer? Pourrais-tu répondre aux questionnaires? » Donc ça a été vraiment d'une grande aide. Donc maintenant, on va passer à la partie résultats. Donc pour simplifier puis organiser nos résultats, on a présenté ça sous forme de défis et de besoins exprimés. Comme ça, il y a une continuité entre les différents secteurs quand on vous présente nos résultats. Donc, on commence par les défis. Donc, le premier défi concerne la formation insuffisante. Donc, dans plusieurs écoles, la formation va se limiter à un contenu qui est très minimal ou surtout centré sur des obligations légales, comme le signalement à la DPJ, par exemple, ou sur simplement des définitions. Donc, on définit qu'est-ce qu'un abus sexuel, qu'est-ce que la violence sexuelle. Et ça fait en sorte qu'on aborde très peu les compétences qui sont nécessaires pour intervenir ou prévenir ou même pour accompagner les étudiants. Sinon, le deuxième défi touche la coordination qui est souvent limitée. Donc, les équipes vont souvent manquer de temps, puis les responsabilités sont dispersées, puis des fois, les gens ne savent même pas dans leur établissement qu'est-ce qui est la responsabilité de qui.
Et on voit aussi un manque de reconnaissance institutionnelle pour ceux qui s'impliquent. Donc, on ne valorise pas le travail des personnes qui donnent plus sur le plan des vax, qui mènent à un désinvestissement. Ensuite, un troisième défi repose sur les politiques floues. Donc, dans le fond, les définitions de violence sexuelle dans les politiques sont souvent ambiguës ou même parfois classées sous d'autres catégories, comme par exemple l'intimidation, ce qui va mener à des réponses qui sont inadaptées quand il y a des incidents de violence sexuelle. Puis aussi, plusieurs politiques qui vont privilégier une espèce de conformité administrative, donc de vouloir protéger l'institution plutôt que le soutien concret aux victimes, ce qui au final donne pas envie aux étudiants de demander de l'aide puis d'aller au niveau de leur institution pour aller chercher du soutien. Ensuite, un quatrième défi repose sur les ressources inadéquates. Donc, le personnel est souvent surchargé, puis les services des établissements sont saturés. Donc, puis il y a également des barrières technologiques qui compliquent l'accès aux formations, puis à l'information et au soutien des personnes victimes. Ensuite, on voyait aussi une absence d'évaluation systématique du climat organisationnel. Donc, les établissements prennent rarement le temps d'évaluer leur politique, les services offerts ou leur capacité organisationnelle. Puis, on ne consulte pas non plus toujours les parties prenantes, donc autant les étudiants que le personnel scolaire. Ensuite, au niveau des besoins, donc il y a un reflet un peu des défis rencontrés. Donc, d'abord, il faudrait miser sur une formation et une coordination renforcée, donc de vraiment offrir des programmes qui sont continus, interactifs, puis aussi des formations qui sont régulières pour le personnel scolaire, pardon, et de créer des équipes multidisciplinaires avec des rôles clairs, puis qui se rencontrent aussi sur une base régulière pour justement pouvoir parler des situations puis des problèmes spécifiques à leur établissement. Puis, justement, ça permettrait de mieux mettre en place des mesures préventives plus cohérentes puis intervenir de façon concertée. Ensuite, les établissements, évidemment, doivent se doter de politiques qui sont claires et participatives. Donc, on veut qu'elles soient inclusives, accessibles, puis aussi faites en collaboration avec des gens de la communauté étudiante puis le personnel pour que ça vienne bien refléter leurs besoins, puis faire en sorte que la sécurité puis le bien-être des étudiants soient vraiment au cœur des politiques qu'on crée. Ensuite, comme troisième besoin, donc on voudrait un leadership engagé, soutenu par des ressources adéquates. Donc, ça veut dire d'avoir des équipes de direction qui sont diversifiées, donc pas des équipes homogènes, pas juste des personnes blanches comme, euh, comme équipe de direction. Donc, on veut un climat aussi organisationnel qui valorise le respect et la collaboration et que les ressources soient justement bien allouées aussi aux besoins réels, ce qui nous amène à l'autre point, qui est l'évaluation continue, donc un suivi continu du climat institutionnel puis de ce qui se passe. Ça permet de faire en sorte que qu'on connaît les services qui sont utilisés, qu'on connaît la prévalence de la violence sexuelle dans l'établissement et d'utiliser ces données-là pour ajuster les actions puis les mesures en place. Donc, les défis rencontrés qui ont été rapportés par les personnes qu'on a interviewées étaient que d'abord, le climat sportif banalise les violences sexuelles, finalement. Là. Donc, il y a une culture de silence. Donc, on dénonce pas lorsqu'on est témoin ou on vit une situation de violence sexuelle. Il y a une peur aussi de dénoncer. Il y a encore un climat sexiste, puis des abus de pouvoir dans différents clubs ou associations. Ensuite, les politiques et les procédures, elles sont existantes, mais c'est assez flou pour les acteurs et les actrices du milieu. Donc, plusieurs personnes ne les connaissent pas ou elles les connaissent, mais elles ont l'impression que les politiques et les procédures ne sont pas appliquées d'une façon égale à travers les différents contextes. Ensuite, il y a un enjeu au niveau des ressources qui sont assez limitées. Donc, il y a peu de personnes qui sont vraiment dédiées à un rôle de prévention, d'intervention au niveau des violences sexuelles. Puis, les autres personnes qui travaillent dans le milieu sportif manquent de temps, donc elles sont déjà débordées non seulement par leurs tâches au niveau du sport, mais souvent, on nous a rapporté que c'était, par exemple, un travail à temps partiel, que les personnes occupaient d'autres emplois. Donc, c'était un peu difficile au niveau du temps.
Ensuite, le processus externe ou les processus quand justement on veut gérer une situation de violence sexuelle sont perçus comme assez lourds, puis assez flous aussi. On ne sait pas comment se prendre. On a l'impression que c'est une montagne. Donc, ça, c'était un des enjeux. Puis, finalement, l'aisance est très variable entre les entraîneurs. Donc, il y a certaines personnes qui avaient des formations, mais c'était souvent en lien avec soit leurs études ou un autre emploi que la personne occupe. Mais sinon, plusieurs ont rapporté qu'ils n'avaient pas vraiment de formation, puis qu'ils avaient un peu peur d'intervenir d'une façon qui n'est pas adéquate. Ensuite, on a les besoins qui ont été exprimés par les personnes qu'on a rencontrées. Donc, elles ont dit qu'elles aimeraient qu'il y ait un leadership clair et cohérent au niveau des directions et des fédérations. Donc, vraiment qu'elles affichent leurs valeurs, puis que ça soit les actions qu'elles portent soient cohérentes avec les valeurs qu'elles affichent. Ensuite, qu'il y ait des procédures qui soient standardisées, qui sont transparentes, donc tout le monde est au courant des procédures et qu'elles soient accessibles. Donc, les différents acteurs du milieu sachent où aller chercher ces procédures-là. Tout le monde y a accès, on sait comment ça fonctionne. Ensuite, des formations pratiques et continues, donc notamment sur le consentement, les rapports d'autorité, les réactions à adopter lorsqu'on fait face à une situation de violence sexuelle. Ensuite, qu'il y ait une personne ressource identifiée, donc une personne qui peut les aider justement quand ces personnes font face à une situation de violence sexuelle, qu'elles puissent aussi les diriger vers des outils clés en main, notamment des guides, des affiches, des modules de formation. Puis aussi qu'il y ait une meilleure visibilité des ressources, parce qu'il y a des ressources qui existent, mais plusieurs personnes n'étaient pas au courant ou ne savaient pas où trouver ces ressources-là. Ensuite, on a noté aussi des forces. Aussi, je voulais mentionner, on n'a pas écrit les forces dans le secteur de l'enseignement, pas parce qu'il n'y a pas de force, évidemment, mais c'est juste que, étant donné que pour ce secteur-là, on a fait une recension des écrits, donc on est allé dans la littérature. Ce n'était pas des données qui étaient spécifiques au contexte lavallois. Puis nous, les forces qu'on donne dans les autres secteurs, c'est vraiment spécifique à ce qui a été rapporté par les acteurs de la région de Laval. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas noté de force. Mais on est consciente que c'est évident qu'il en existe. Donc, pour le secteur sportif, les forces qu'on a notées, c'est vraiment une volonté croissante de changement. Puis on a vu qu'il y a plusieurs personnes qui s'engagent individuellement contre les violences sexuelles. Ensuite, comme j'ai mentionné, il y a plusieurs ressources et programmes qui existent déjà, comme Sportaid, Safe Sports, Sport Bien-être. Il y a déjà des bonnes pratiques qui sont en place, notamment la règle du binôme, donc 2 adultes pour un ou une athlète. Il y a des clubs qui sont très proactifs. Aussi, les personnes qu'on a rencontrées ont noté vraiment une amélioration là, du climat dans plusieurs équipes puis plusieurs sports. Au niveau communautaire, les défis rencontrés par les personnes qu'on a interviewées, c'était notamment une diversité des clientèles, donc l'intervention était comme un petit peu plus complexe. Parfois, il y avait des barrières linguistiques. Au niveau culturel aussi, ça pouvait être différent. Ensuite, les politiques et les mécanismes de référencement, des fois, c'était pas tout à fait clair. Puis ici, je veux noter, là, quand on parle du secteur communautaire, dans les résultats, on parle de ce qui a été rapporté non seulement par les personnes qui font partie d'une organisation avec une spécialisation en violence sexuelle, mais c'est aussi, ça inclut les personnes qui font partie des organisations communautaires qui n'ont pas de spécialisation en violence sexuelle.
Donc, pour certains, les politiques et les mécanismes de référencement, c'était pas tout à fait clair. Ensuite, ben ça, c'est ce qui a été rapporté le plus, là. Donc, c'est les ressources limitées. Donc, évidemment, au niveau du financement qui est précaire, qu'il y a une surcharge du personnel, un roulement du personnel important, notamment à cause du financement précaire, puis le financement par projet. Donc, quand le projet se termine, le financement termine, puis c'est difficile de garder le personnel dans ce cas-là. Ensuite, on a noté des locaux qui étaient inadéquats, donc qui n'étaient pas accessibles pour tous et toutes, non seulement pour la clientèle, mais aussi pour le personnel. Puis ensuite, un manque de formation spécialisée en VS. Donc là, on s'entend que c'est plus un enjeu qui a été relevé par les personnes qui faisaient partie des organisations sans spécialisation en violence sexuelle. Ensuite, au niveau des besoins exprimés, il y avait un besoin de formation plus inclusive au niveau des enjeux interculturels et aussi spécifiques aux violences sexuelles. Ensuite, un besoin d'outils simples, accessibles et adaptés aux différentes réalités des clientèles. On a relevé que les gens aimeraient une meilleure coordination inter-organismes et avec les partenaires externes aussi. Puis, quand on dit inter-organismes, on ne parle pas seulement des organismes spécialisés entre eux, mais aussi entre les organisations spécialisées et non spécialisées. Puis aussi, c'est revenu souvent que ce serait vraiment important d'avoir accès à des services d'interprétation. Puis, évidemment, un financement stable, du soutien clinique pour les intervenants et intervenantes, puis des locaux adaptés pour tous et toutes, autant la clientèle que les membres du personnel. Ensuite, on a relevé plusieurs forces du milieu. Donc, il y a vraiment une grande capacité d'adaptation et d'innovation à travers les différentes organisations communautaires. Il y a déjà une certaine présence de personnel diversifié, puis vraiment engagé contre les violences sexuelles. Il y a déjà des réseaux de concertation qui sont actifs, évidemment. Puis, il y a déjà des bonnes collaborations qui sont mises en place. Puis, il y a déjà de l'expérience dans les pratiques inclusives et sur la prévention des violences sexuelles dans certaines organisations qui pourraient bénéficier les autres. Donc, maintenant pour les recommandations, donc on voulait d'abord dire que les recommandations sont issues justement de la collaboration avec les différents groupes de travail, donc les acteurs et les actrices des différents secteurs d'études. Donc, pour commencer avec notre premier thème de recommandation qui est leadership et engagement institutionnel. Donc, ce thème-là va venir parler du rôle de la direction, des conseils administratifs et des instances décisionnelles dans la prévention puis la gestion des violences sexuelles. Donc, ça fait référence à la vision des priorités institutionnelles et la capacité des organisations à assumer pleinement leurs responsabilités puis coordonner des actions et offrir un cadre cohérent pour encadrer la violence sexuelle. Donc, on voyait en général, un leadership fort, ça crée des conditions qui sont nécessaires pour que toutes les autres dimensions, donc les procédures, les ressources, la formation, etc., puissent vraiment s'implanter. Donc, je vais y aller spécifiquement maintenant pour le secteur scolaire. Donc, on voyait que les résultats montrent clairement que justement, quand un leadership institutionnel doit être renforcé, donc on recommande pour faire ça de sensibiliser et d'impliquer la haute direction dans les mesures de prévention et d'éducation parce que mais sans leur engagement clair et concret, puis qui montre l'exemple, c'est difficile d'effectuer ces changements-là. Ensuite, c'est important de créer des cellules de travail multidisciplinaires, donc soit une cellule à l'échelle de la région ou par niveau d'enseignement pour avoir un regard et un langage commun face à la violence sexuelle, puis d'assurer une mise en œuvre plus uniforme dans la région. Ensuite, il faut aussi renforcer les liens avec les organismes spécialisés, donc leur expertise est indispensable pour venir soutenir l'éducation puis l'accompagnement des étudiants victimes.
Parfait. Donc, ensuite, au niveau sportif, ce que le groupe de travail nous a proposé, c'était nous a recommandé, en fait, c'est mettre en place une marche à suivre régionale claire pour les situations de violence sexuelle, donc en incluant un arbre décisionnel, donc qui permet de justement analyser la situation dans laquelle la personne se trouve, puis de voir, OK, comment je procède pour gérer cette situation de violence sexuelle, pardon. Ensuite, il faudrait désigner une personne ressource régionale pour les violences. Donc, pour le milieu sportif, on nous a dit que ce serait mieux que ce soit une personne spécialisée en violence, mais pas seulement en violence sexuelle, mais qui aurait, entre autres, cette responsabilité-là à son mandat. Ensuite, il faut encourager un engagement visible et cohérent des clubs, des fédérations et des associations sportives. Donc, vraiment d'adopter certaines valeurs, d'avoir une tolérance zéro quant à la violence sexuelle, puis s'assurer d'une cohérence entre leur discours puis les actions qu'elles portent. Ensuite, il faudrait former les conseils d'administration pour renforcer leur compréhension et leur implication au niveau de la prévention et de l'intervention des violences sexuelles. Ensuite, au niveau communautaire, on recommande d'assurer un financement stable à la mission pour soutenir les organismes et la rétention du personnel. Il faut créer un poste pour une personne ressource régionale spécifiquement en violence sexuelle. Donc, cette personne-là aurait un rôle de liaison, de soutien, puis pourrait aussi déployer des outils clés en main pour la prévention et l'intervention des VS et aussi certaines formations. Ensuite, il faudrait renforcer les liens entre les directions et les organismes qui représentent la diversité, donc vraiment de travailler ensemble par rapport à l'enjeu qui avait été identifié là, dans la diversité des clientèles là, qui pouvait faire en sorte que l'intervention était un petit peu plus complexe. Donc, pour notre deuxième thème qui s'appelle climat et culture organisationnelle, donc ce thème-là touche aux valeurs, les normes, les attitudes qui vont venir influencer la façon dont les violences sexuelles vont être reconnues puis signalées dans un milieu. Donc, ça peut inclure aussi la normalisation puis la banalisation de certaines situations, puis aussi le sentiment de sécurité qui est ressenti par les étudiants pour dénoncer. Puis aussi l'ouverture à la diversité puis la qualité des relations interpersonnelles, donc entre les collègues entre eux, puis entre les collègues et entre le personnel scolaire et les étudiants. Donc, quand un climat est sain, bien, ça favorise la prévention, l'intervention et la confiance des étudiants et du membre du personnel scolaire. Du membre du personnel, point, pour tous les secteurs. Maintenant, pour le secteur, pour présenter les recommandations de la cellule du secteur scolaire, donc on voyait que pour prévenir les violences sexuelles en milieu scolaire, c'est important de former et mobiliser des témoins actifs et la paire aidance, donc que tout le monde au sein du milieu, tant les étudiants que les membres du personnel, soient capables de reconnaître la violence puis d'agir pour créer une culture partagée de responsabilité dans l'établissement. Ensuite, ça va être important aussi de développer un langage commun avec un lexique partagé, donc que tout le monde connaisse les mêmes définitions, puis que tout le monde soit capable de nommer et reconnaître les situations de violence. Puis, la sécurité et le bien-être des jeunes doit toujours se trouver au cœur de toutes les décisions qu'on fait pour s'assurer qu'ils se sentent en confiance dans leur milieu d'apprentissage puis qu'ils soient capables d'aller chercher l'aide. Parfait. Donc, pour le secteur sportif, on recommande de promouvoir une culture d'ouverture, de respect et d'inclusivité. Il faut aussi outiller tous les acteurs du milieu, donc pas seulement les entraîneurs, mais aussi les parents et les bénévoles. Donc, quand on dit outiller, évidemment, on parle d'outiller pour la prévention et l'intervention EVS. Puis pour être capable de reconnaître d'abord c'est quoi la violence sexuelle, puis comment réagir. Ensuite, de diffuser un message cohérent et répétitif que c'est tolérance zéro, aussi qu'il existe des ressources et informer tout le monde des différentes procédures là, quant à comment gérer une situation de violence sexuelle. Pour le secteur communautaire,
On recommande d'adapter les services pour répondre aux besoins des différentes communautés, donc d'être flexible, d'offrir des accommodements, d'utiliser des communications qui sont adaptées à la clientèle qu'on essaie de rejoindre. Ensuite, de renforcer la représentativité et l'inclusivité dans les équipes. Donc, en ayant une diversité de personnel, mais aussi en créant des partenariats avec différents milieux à Laval. Donc, maintenant, notre troisième thème, politique et procédure. Donc, c'est par rapport aux règles officielles, les protocoles puis les marches à suivre qui encadrent la prévention, le signalement et le traitement des situations de violence sexuelle. Donc, on voyait que des politiques claires, connues et cohérentes, ça permet d'assurer qu'il y a une réponse uniforme et sécuritaire dans tous les milieux. Puis, au contraire, quand les éléments sont flous, méconnus ou pas appliqués de façon égale, bien, ça crée de l'incertitude, de la confusion et des risques justement pour les utilisateurs des différents secteurs. Donc, pour le secteur scolaire, pour mieux gérer la violence sexuelle dans les écoles, c'est important de mettre en place des outils qui sont faciles à utiliser puis concrets comme des arbres décisionnels. Donc, justement, pour aider à guider le personnel scolaire à chaque étape du processus, puis savoir dans quel cas dans quel cas de figure où envoyer l'étudiant. Puis, justement, ces outils-là rendent les procédures plus claires puis réduisent les confusions quant aux décisions à prendre. Ensuite, c'est aussi important d'impliquer directement les jeunes dans la création des politiques de signalement puis de toute politique sur les violences sexuelles pour être sûr que leurs besoins puis leur expérience soient répondus et pris en compte. Puis, les protocoles doivent aussi préciser qu'est-ce qui se passe après un signalement pour mieux soutenir les jeunes, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui s'en vient, puis assurer aussi de garder ce lien de confiance-là entre les jeunes et le personnel scolaire pour que tout le monde se sente en sécurité. Ensuite, pour le secteur sportif, on recommande d'uniformiser et de mettre à jour les politiques et les procédures en matière de violence sexuelle en utilisant différents experts, donc que ce soit Jury Pop ou des organismes spécialisés en violence sexuelle. Ensuite, d'élaborer un arbre décisionnel régional. Donc, je l'ai mentionné un peu plus tôt, là, mais ce serait justement d'avoir un outil qui permet aux personnes qui sont confrontées à une situation de violence sexuelle de savoir comment s'y prendre, qui aller voir, c'est quoi les ressources disponibles pour ce cas de figure-là spécifiquement. Ça serait aussi de mettre en place des mécanismes de suivi pour s'assurer que les procédures sont connues et appliquées. Donc, s'assurer que tout ça est transparent et que permettre aux athlètes et aux différents acteurs et actrices du milieu d'être plus confiantes par rapport aux procédures en place dans le secteur sportif pour dévoiler ou pour gérer une situation de violence sexuelle. Ensuite, pour le secteur communautaire, on recommande de développer un apron ou un schéma de trajectoire de service. Donc, c'est un peu similaire à l'idée de l'arbre décisionnel, mais celui-là a été recommandé d'être très, très large, donc que ce soit pour la prévention, l'intervention, que ce soit pour les personnes qui sont victimes de violences ou les personnes qui sont autrices de violences, puis aussi qu'on s'assure d'avoir les différentes informations selon si c'est un cas qui implique des personnes mineures ou des personnes majeures. Ensuite, ce serait de créer des procédures de référencement spécifiques entre le milieu communautaire et notamment la protection de la jeunesse, entre le milieu communautaire et les services policiers, puis particulièrement en contexte interculturel. Donc, ensuite, notre quatrième thème, donc les ressources et le soutien organisationnel. Donc, ce terme-là concerne tout ce qui appuie les équipes, donc le financement, les ressources humaines, les outils auxquels ils ont accès, les services spécialisés, l'accès aux partenaires externes, puis aussi les espaces de supervision. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de s'assurer que les organisations disposent de tous et toutes des moyens nécessaires pour répondre adéquatement aux situations de violence. Donc,
secteur scolaire, pardon, pour mieux soutenir la prévention puis l'intervention en contexte de violence sexuelle, c'est important de développer aussi des partenariats avec des organismes spécialisés qui peuvent venir offrir de l'atelier puis des accompagnements aux étudiants puis aux membres du personnel. Ensuite, ça va être important de financer les formations spécialisées puis de s'assurer que les établissements ont les ressources disponibles et nécessaires pour que ce soit accessible à tous, puis soutenir les initiatives de violence sexuelle dans les écoles. Puis aussi, justement, pour venir compenser un peu le manque de ressources qu'il peut y avoir, c'est pertinent justement d'avoir, comme je répète, une stratégie qui mobilise des partenariats à l'externe pour renforcer l'efficacité des interventions et que tout le monde se sente bien accompagné dans le processus. Ensuite, pour le milieu sportif, on recommande de mettre à jour les sites web et les réseaux sociaux pour améliorer l'accès aux ressources. Salut, ça va? Oui, merci. Est-ce que Stéphanie... Merci. OK. On continue. Donc, c'est ça. Donc, pour améliorer l'accès aux ressources, donc comme ça, il y aurait les ressources sur les sites web et les réseaux sociaux des différents clubs, associations, fédérations sportives. Ensuite, de nommer une personne ressource par club pour l'orientation en cas de situation de violence sexuelle. Ensuite, de valoriser et actualiser les outils disponibles. Donc, par exemple, Sportaid, s'assurer que tout le monde est au courant que c'est disponible. Il y a aussi Je dénonce. Ensuite, de développer des trousses d'outils adaptés à chaque groupe. Donc, une trousse pour les entraîneurs, une trousse pour les parents, etc. Au niveau communautaire, ce serait de recenser et mutualiser les locaux et les ressources matérielles. D'avoir un financement pluriannuel pour la personne ressource régionale dont je vous ai parlé précédemment, de développer une banque de bénévoles. Donc, ça, c'était une recommandation, pardon, qui avait été identifiée comme moins prioritaire, mais quand même pertinente. Puis, de créer des espaces de co-développement clinique intermilieu. Et pour notre dernier thème, donc compétences et formations du personnel, donc ce thème-là s'intéresse à toutes les mesures qui servent à renforcer les connaissances, les habiletés et la préparation du personnel pour justement prévenir et reconnaître les situations de violence sexuelle. Donc pour le secteur scolaire, ça va être important de venir renforcer les compétences du personnel scolaire. Donc, en diversifiant les formats de formation, donc en proposant des capsules vidéo, des modules interactifs, des jeux et tout ça, pour vraiment pouvoir venir convenir à plus de profils d'apprenants parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins pédagogiques. Aussi, ça va être important de donner un temps dédié pour que le personnel puisse suivre ces formations-là, mais sans ajouter à leur surcharge de travail qu'ils et elles ont déjà. Puis finalement, ça va être important de faire des formations qui ne sont pas uniquement centrées sur les obligations légales et les définitions de la violence, mais bien de développer une compréhension globale de ce que, par exemple, aborder aussi les relations saines, le consentement, pour justement pouvoir bien promouvoir une sexualité qui est saine, positive dans les milieux et évidemment d'avoir tous les outils nécessaires pour savoir comment intervenir et protéger adéquatement les jeunes dans leur milieu. Ensuite, pour le milieu sportif, on recommande des formations pratiques et adaptées, donc sur le consentement, notamment les rapports d'autorité, puis des cas qui sont concrets du milieu sportif. On recommande des formations courtes pour les conseils d'administration et du soutien post-intervention pour les entraîneurs, donc à la suite d'une situation de violence sexuelle. Ensuite, pour le secteur communautaire, on recommande de développer une formation continue structurée sur notamment le sujet de neurodiversité, interculturalité, consommation, et ensuite d'alléger la formation à l'embauche et intégrer une mise à jour périodique des formations et mutualiser les formations entre les organisations. Donc, à la lumière de notre analyse, il y a plusieurs recommandations qui reviennent dans les trois secteurs. On parle de recommandations vraiment transversales qui montrent qu'il y a des besoins communs et des leviers d'action partagés. Donc, tous les milieux y expriment le besoin d'un leadership clair et d'une meilleure coordination, que ce soit une personne ressource, une cellule de travail ou une structure régionale. Il faut vraiment que quelqu'un tienne le fil, facilite la circulation de l'information puis soutienne les équipes.
Ensuite, il y a un besoin important de politiques et de procédures qui sont simples, uniformisées et accessibles à tout le monde. Donc, les milieux demandent un arbre décisionnel, des guides et des démarches claires pour savoir comment réagir rapidement et de façon cohérente et adéquate. Troisièmement, il y a un enjeu commun concernant les ressources. Donc, on a besoin de financement plus stable, davantage de soutien au niveau de ressources humaines, des meilleurs outils pour orienter les membres du public vers les services appropriés aussi. Après ça, les 3 secteurs rapportent que la formation continue est essentielle. Les gens veulent des formations adaptées à leur réalité, pratiques, variées et offertes à l'ensemble du personnel, peu importe leur rôle. Puis, enfin, on retrouve un besoin partagé d'outils et de partenariats. Donc, les milieux souhaitent des répertoires d'outils qui sont faciles à utiliser, davantage de collaboration entre les secteurs pour essayer d'éviter de travailler en silo, puis aussi d'harmoniser les pratiques. Donc, c'est finalement, les milieux nous disent la même chose. Là, pour améliorer la prévention et l'intervention en violence sexuelle, il faut de la cohérence, de la clarté, du soutien, mais surtout, il faut vraiment travailler ensemble. Merci beaucoup, Jade et Justine, pour cette présentation. J'aimerais maintenant céder la parole à Madame Mylène Fernet, qui est la chercheure principale au laboratoire de l'UQAM, pour nous présenter les conclusions là, de l'étude. Alors, ben merci à toutes et à tous. Alors, moi, j'ai le défi de conclure cette démarche en 4 minutes. Alors, j'y vais, je me lance. Donc, pour conclure, les résultats de cette étude envoient un message clair. Hein, la prévention et l'intervention en matière de violence sexuelle ne peuvent pas être traitées comme des initiatives qui sont isolées ou facultatives. Elles exigent une vision d'ensemble, une approche intégrée, multisectorielle et surtout un engagement politique fort. Chaque secteur, comme vous l'avez vu, scolaire, sportif et communautaire, a ses réalités, mais aussi la responsabilité de contribuer à un objectif commun, celui d'offrir des environnements sécuritaires et cohérents où les violences sexuelles n'ont aucune place. Et ce que cette étude révèle, c'est que la mobilisation est déjà présente dans les différents secteurs. Les milieux qui ont été consultés montrent une volonté d'agir, une adoption croissante de bonnes pratiques et une reconnaissance plus affirmée de leurs responsabilités institutionnelles. Et ceci est une base précieuse pour être en mesure là, de développer des initiatives. Mais pour que cette dynamique prenne toute son ampleur, elle doit maintenant être soutenue, coordonnée et amplifiée. Donc, c'est ce qu'on constate dans les conclusions et les recommandations. Et c'est précisément le rôle des décideurs et décideuses, des gestionnaires et des organisations de transformer cette volonté en des actions qui sont structurantes, tant en investissement et en politique durable. Donc, il ne s'agit pas seulement de vouloir faire mieux, mais de prendre des décisions qui sont fermes, visibles et alignées avec les besoins exprimés par le terrain. Bien sûr, cette étude, ce rapport de recherche comporte certaines limites méthodologiques qui sont liées notamment au type de sources de données disponibles selon les secteurs. Mais loin de fragiliser nos conclusions, elle souligne plutôt l'urgence de continuer à documenter, à financer la recherche et à reconnaître l'expertise des milieux. Elle rappelle que la compréhension des violences sexuelles doit être considérée comme un chantier qui évolue, qui exige des mises à jour régulières et des données de qualité et un dialogue constant entre les différents secteurs. Donc, nos nombreuses recommandations aujourd'hui offrent un cadre clair, applicable et cohérent pour guider l'action et elle constitue un levier stratégique pour structurer l'intervention, réduire les incohérences et favoriser une vision commune entre les secteurs. Elle vise non seulement à améliorer les pratiques actuelles, mais à renforcer la capacité collective d'agir de manière préventive, proactive et durable.
Donc, la responsabilité est maintenant collective, revient à l'ensemble des acteurs, actrices, institutions, organisations, municipalités, gouvernements, milieux de pratique de s'approprier ces recommandations et de mener les changements nécessaires dans une mobilisation qui est durable. Donc, la lutte contre les violences sexuelles n'est pas uniquement un enjeu social ou organisationnel, mais c'est un choix aussi politique. C'est le choix de mettre la sécurité, la dignité et l'égalité au cœur de nos milieux de vie. Et ce choix doit être soutenu par des ressources, des partenariats solides et des mécanismes de suivi dans un engagement à long terme. Donc, ce rapport se veut un outil précieux pour soutenir ces choix et donner des repères, clarifier les priorités, identifier les leviers d'action et qui sont à saisir pour la suite des choses. Donc, dans une perspective de transformer profondément les milieux, de renforcer la confiance entre les communautés, d'assurer que les actions qui sont posées aujourd'hui aient un impact réel demain. Donc, voilà, je nous invite à agir ensemble contre les violences sexuelles et en unissant nos forces maintenant pour que nous puissions véritablement changer les choses. Alors, merci. Les recommandations, on l'a déjà dit, mais sont pas là pour rester sur papier, ils sont là pour guider les actions concrètes, renforcer, comme on le disait, les partenariats, les environnements sécuritaires. Donc, qu'on souhaite aussi, c'est que même si l'étude a été menée à Laval et spécifiquement par rapport à 3 secteurs, il y a certainement des recommandations qui peuvent être transposées ailleurs, c'est-à-dire tant à d'autres secteurs d'activité qu'à d'autres municipalités. Donc, on souhaite par cette étude-là inspirer l'action non seulement chez nous, dans nos secteurs d'activité communautaires, sportifs et scolaires, mais dans tous les secteurs et partout. Vous me direz, c'est ambitieux, mais oui, c'est ambitieux. Puis je pense que c'est cette ambition-là et cette croyance-là en notre capacité à agir, notre agentivité qui a motivé tout ce projet-là. Donc voilà, maintenant qu'on a une base solide et qu'on rentre dans une phase où il va falloir renforcer l'ancrage communautaire, soutenir les acteurs qui sont déjà mobilisés et aller chercher les milieux qui sont plus difficiles à joindre. Maintenant qu'on comprend mieux les réalités et les besoins et les leviers, c'est à notre tour de prendre en main et de passer à l'action. C'est important de prendre un moment pour la reconnaissance publique, là, vraiment, de toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans le projet. Premièrement, merci à nos bailleurs de fonds, la Fondation Lucie-André Chagnon et la Ville de Laval. Merci d'encourager des projets qui sont ancrés dans la communauté et de miser sur la création d'environnements plus sécuritaires. Merci spécial à nos références PRDS par excellence, Maude Calvé-Thibault, qui est notre répondante de la Ville parmi la cellule de travail, toujours disponible, toujours pertinente. Merci à Catherine Gagné aussi, qui a littéralement vu naître le projet Laval-Allier et qui a cru depuis le jour 1. Merci à l'ensemble de la cellule de travail Laval-Allier qui ont changé là, dans les représentants des organisations ont changé, évolué à travers ces 3 années de projet-là. Mais je remercie l'ALTA, le CAVAC, le Centre désigné, le CIS de Laval, le Collège Montmorency, le SPIVAS, le DPCP, le DPJ, la Division de développement social de la Ville de Laval et les survivantes du service de police de Laval, les services intégrés, Sphère santé sexuelle globale, Sport Laval, la table de concertation, la TCLCF et Zéro Exploitation. Évidemment, merci à toute l'équipe de recherche. Honnêtement, il faut se le dire, sans elle, le rapport ferait probablement 5 pages avec les annexes. Merci d'abord à la directrice du laboratoire, Mylène Fernet, de nous avoir guidés, structurés quand on était encore un peu pas mal dans le brouillard. Merci à Geneviève Brodeur, aux étudiantes. Je les ai nommées tantôt, mais je les renomme
parce que vraiment, ils ont fait un travail exceptionnel dans un cadre très professionnel. Émilie Saint-Germain, Amélie Grondin, Marianne Martineau. Je dois remercier tout spécialement Justine Lahaye-Gagnon, qui a présenté le secteur scolaire aujourd'hui, qui est devenue vraiment la responsable et l'experte du volet scolaire. Merci pour ta rigueur et ta capacité à dénicher les nuances. Un autre merci tout spécial à Jade Morin-Novache. Je dois dire qu'il y a eu une période où est-ce que je parlais plus à Jade que je parlais avec ma mère. Entre des messages vocaux, des rencontres Teams à des heures un peu farfelues, Jade, ça a vraiment été le lien indispensable avec le laboratoire. Elle a été le moteur de l'étude, une machine de rédaction. Donc, et j'en passe parce que tout ça, c'était effectivement quand elle écrivait son propre mémoire de maîtrise. Donc, merci vraiment spécial à Jade.